Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre de votre émission Votre avis contre, édition bien sûr du 11 novembre 2022. Nous revenons ce matin sur cette sortie un peu polémique de la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali, la MINUSMA, qui vient de dresser un bilan qui ternit l'image des forces armées maliennes. Dans cette note, il faut le dire clairement, la mission des Nations Unies incrimine entre guillemets les FAMAS avec bien sûr ces faits aujourd'hui qui sont pour l'heure encore sur le coup, on va le dire comme ça, d'enquête avec des massacres et bien sûr c'est ce bilan pour l'instant lourd que vient donc de dresser officiellement la force des Nations Unies déployée du côté du Mali. On le verra d'ailleurs en image, ces casques bleus déployés donc du côté des Nations du Mali, fait selon bien sûr cette enquête-là, il faut le dire, la mission des Nations Unies relève au total 375 violations des droits de l'homme recensées dans le pays au trimestre d'ailleurs qui vient de s'achever, donc 163 imputés au groupe djihadiste opérant au Mali, 162 à l'armée malienne, c'est quand même assez conséquent, 63 aux milices et autres groupes armés d'autodéfense communautaire et 17 aux groupes armés signataires de l'accord de 2015 pour la paix dans le nord du Mali. Le document, bien sûr, de la MINUSMA vient lever le voile sur plusieurs épisodes meurtriers passés jusqu'ici sous le silence, selon d'ailleurs la note en question. Est-ce que clairement aujourd'hui il faudrait accorder du crédit à cette note de la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali? Pour en parler ce matin, nous accueillons bien sûr le premier invité. Il s'agit de monsieur Tapé Grobera. Il est enseignant, il est président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique, en abrégé MORAF. Il nous fait le plaisir d'être des nôtres une fois de plus ce matin en direct de Bruxelles. Bonjour à vous monsieur Tapé et bienvenue. Pour l'instant, nous avons quelques petits soucis afin de mieux vous avoir dans le cadre de cette émission. Je ne sais pas trop ce qu'il faudrait faire du côté de la réalisation. Il faudrait peut-être penser à régler ce petit souci pour qu'on puisse avoir monsieur Tapé Grobera. Je le rappelais d'ailleurs à l'entente de cette émission. De votre avis compte que ce matin nous nous intéressons bien sûr à ce nouveau rapport donc que vient de dresser la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali, la MINUSMA qui dresse aujourd'hui un bilan ou du moins qui vient de rendre public un communiqué qui accable entre guillemets les forces armées maliennes pour des faits de violation des droits de l'homme, avec bien sûr ces chiffres qui sont relevés, plus de 375 cas jusqu'ici, dont 163 imputés au groupe djihadiste opérant du côté du Mali et 162 imputés largement d'ailleurs aux forces armées maliennes. Je ne sais pas si le signal de M. Tapé a été bien réglé afin qu'on puisse enfin l'écouter. Voilà, monsieur Tapé est bien évidemment avec nous, mais bien avant de lui passer la parole, prenons tout d'abord ce premier téléspectateur qui voudrait également réagir. Il s'agit de Nabaloum Abdoulaye qui nous appelle depuis le Burkina Faso. Il voudrait réagir d'entrée sur la thématique qui nous préoccupe ce matin. Bonjour à vous, monsieur Nabaloum Abdoulaye, et bienvenue. Nous mettrons le cap du côté des réalisations. En attendant, bien Bonjour à la direction générale et encore merci pour les efforts que vous consentez dans la lutte de conscientisation des Africains. Et merci aussi pour cette contribution énorme et l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur les questions d'actualité qui touchent le continent africain. Bonjour au peuple malien, bonjour au peuple burkinabé, bonjour aux diasporas et à l'ensemble des afro-descendants. Bonjour à tous les souverainistes, bonjour à tous les panafricains, bonjour l'Afrique.
Alors ce matin, il est question des déclarations de l'ONU sur le cas du Mali, notamment les accusations portant sur des massacres perpétrés par les Fama. Alors, lorsque nos panafricains, de telles déclarations sont annoncées en grande pompe par l'ONU, ça nous donne des interrogations, mais aussi ça nous permet de mieux comprendre ces instruments que nous avons toujours dénoncés comme étant des caisses de résonance de l'Occident pour mieux contrôler, pour mieux assurer la domination de nos peuples africains. Le Mali a déposé une plainte contre la France pour exhiber effectivement des éléments de preuve que la France est complice d'armement et d'autres éléments au Mali. Jusqu'alors, sauf si je n'ai pas la bonne information pour le moment, on nous a dit que l'ONU a accepté ou en tout cas a décidé de convoquer une rencontre par rapport à ces éléments que le Mali réclame toujours l'occasion pour présenter ces éléments de preuve. Alors, donc c'est dire que ça fait deux poids deux mesures quand on fait de telles déclarations. Et cela aussi nous amène à la réflexion que depuis que la France a quitté le Mali, alors le monde occidental s'est dressé comme étant l'adversaire, ou en tout cas ceux-là qui sont contre les Maliens, et ça se concrétise de jour en jour, ça se matérialise de jour en jour avec de telles déclarations. Mais nous saluons tout le courage du peuple malien, tout le courage des autorités maliennes, et la clairvoyance qu'ils ont dans les choix qu'ils font, dans les décisions qu'ils prennent, dans l'intérêt et les aspirations profondes de leur peuple. En tout cas, bon courage, nous les félicitons, nous les encourageons à aller dans ce sens. Cela aussi est du côté du peuple burkinabé et des nouvelles autorités burkinabées, et qui ont décidé, en tout cas jusqu'alors, c'est l'impression que ça donne, et on pense que ça va aller dans ce sens, de faire comme le Mali. Donc aujourd'hui, les déclarations de l'ONU sonnent comme une menace, d'abord pour le Mali, mais aussi une menace pour le Burkina, une menace pour la Guinée, et une menace pour l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Parce que tous les peuples qui ont décidé de lutter pour leur souveraineté sont combattus en brèche par l'Occident et par le canal de ces caisses de résonance que sont l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC et j'en passe. Donc cette situation que l'ONU tente d'accuser le Mali, il faudra d'abord que l'ONU accepte que le Mali expose d'abord les preuves contre la France, et ensuite certainement que Barkhane, lors de son opération, et même la MINUSMA, a été accusé par moment d'avoir commis des bavures, parce qu'en situation de guerre, ce sont des situations qui peuvent se produire. Donc l'autre réflexion qu'on peut avoir par rapport à cette déclaration, c'est le statut même de la force onusienne au Mali, où cette force-là avait été décriée par les populations maliennes et qui indiquait clairement aux autorités d'apprécier l'opportunité ou pas encore de maintenir ces troupes onusiennes-là sur le sol malien. Et effectivement, cette situation amène à une longue réflexion, parce que ça fait bientôt 9 à 10 ans que le Mali est dans cette situation, et l'ONU véritablement, on n'a pas vu en tout cas d'action forte tendant à mettre fin à ce terrorisme-là. Et lorsque l'on se projette du côté de l'Afrique centrale, où on a la force onusienne qui, dans certains États, sont là-bas depuis plus de, je dirais, plus de décennies, 30 ans, 40 ans, et qu'il n'y a pas d'évolution,
c'est bien normal qu'on se pose les questions, notamment le peuple malien puisse se poser les questions et avec de concert avec les autorités, apprécie l'opportunité parce que si vous venez pour nous apporter de l'aide et que vous n'êtes pas en mesure d'apporter l'aide attendue, il va de soi que on puisse apprécier autrement et chercher d'autres partenaires qui pourraient apporter plus d'aide et de façon significative. Donc, je pense que l'ONU, en sortant ces éléments-là, c'est pour menacer les autorités maliennes, c'est pour menacer le peuple malien quant à la poursuite de leur mission sur le sol malien. Mais nous, panafricains, nous qui sommes épris de l'indépendance totale et la libération totale de l'Afrique, nous restons sur nos gardes et nous appelons le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple de Burkina Faso à soutenir leurs autorités, à soutenir leur nation, parce que c'est la seule voie qui va permettre non seulement à nos États d'être souverains, mais aussi à nos populations d'être de plus en plus indépendantes, d'être de plus en plus libérées du joug colonial. Encore merci à l'ensemble des téléspectateurs, merci à l'équipe technique de réalisation, merci à la direction générale de For You Media. C'est le week-end, je souhaite bon week-end à tous. Je vous remercie. Merci également à vous, Borchir Abdoulaye Nabaloum. On rappelle bien sûr que vous réagissez en direct du Burkina Faso. Alors, retrouvez directement bien sûr Monsieur Tapi Gourbera. Alors, Monsieur Tapi Gourbera, selon l'ONU, il y aurait eu au total donc 375 violations des droits de l'homme recensées dans le pays au troisième trimestre d'ailleurs de l'année 2022, dont la moitié aujourd'hui clairement imputée à l'armée malienne, c'est-à-dire aux forces armées maliennes. Alors, quelle est l'interprétation, ou du moins quelle est la lecture que vous faites de cette nouvelle note trimestrielle rendue publique par les Nations Unies, ou du moins la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali? Oui, merci, Monsieur Baudelaire. J'espère que vous me percevez maintenant mieux. Oui, parfaitement. OK. Donc, merci pour l'invitation. Je salue de nouveau la direction de For You Media, les auditeurs et auditrices de For You Media. Merci pour l'invitation. Bien, écoutez, je vais essayer d'être un peu long en faisant un élément historique qui va nous permettre de comprendre, selon ma vision et la vision de notre organisation, qui est en fait l'ONU. Je rappelle que le 14 août 1941, en pleine guerre, ce qu'on appelle la deuxième guerre mondiale, on nous avait dit à l'école, c'est ce qu'on nous a appris à l'histoire officielle, que l'Allemagne ayant vaincu la France, pratiquement toute l'Europe, il y avait, comme on appelle, l'Angleterre qui était une île, donc qui a réussi, enfin le Royaume-Uni, qui a réussi à échapper à l'occupation, ou bien pour ne pas dire à la prise de l'Allemagne nazie, et que cet espace était quotidiennement bombardé par les troupes nazies. Ça, c'est ce que nous avons comme information officielle. Yeah. Mais il s'avère que le 14 août 1941, en pleine guerre, M. Winston Churchill prend un bateau et va retrouver le président américain Roosevelt, où va sortir ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Donc, cette charte de l'Atlantique, qui est une base de ce qui va devenir plus tard la charte de l'ONU, puisque après le 24 septembre 1942, cette charte à Londres va réunir un certain nombre de pays occidentaux européens. Et on va en faire ça en 1940, nous avons lorsque, donc, 40 ans, 15 ans,
d'accord. Donc, voilà, nous allons renvoyer l'antenne du côté, bien sûr, de Bruxelles, parce qu'actuellement, on a des petits soucis de liaison avec vous, Monsieur Tapé Goubera. Je ne sais pas si vous nous recevez parfaitement à votre niveau. On va tenter un autre jet de votre côté. Monsieur Tapé Goubera. Voilà, Monsieur Tapé, nous vous recevons. Nous vous recevons. Je pense qu'on peut poursuivre. Donc, depuis à quel côté, donc, ça se parlait un peu de 41, en fait, guerre, comme ça, je vais garantir avec Israël pour garantir Toujours ces petits soucis de liaison avec Monsieur Tapé Goubera. Mais en attendant, nous avons un autre téléspectateur qui voudrait également s'exprimer sur la question du jour. Alors, il voudrait également nous apporter sa lecture sur ce nouveau rapport trimestriel que vient donc de publier la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali. Ce nouveau rapport donc qui vient jeter, on va le dire comme ça, du discrédit sur les forces armées maliennes. On va prendre la réaction cette fois d'un autre qui nous appelle du Burkina Faso. Il s'agit d'Abdoul Raza Godou. Il est avec nous. Bonjour à vous, messieurs, et bienvenue. Alors, bonjour, comment vous allez? J'espère. Je réponds au nom de Abdoul Raza Godou, coordinateur général du Club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabé, leader de jeunes au niveau du Burkina Faso, membre de plusieurs autres organisations non gouvernementales. D'accord, donc je comptais apporter mon avis sur la thématique du jour, qui est en tout cas les exactions et massacres au Mali, tenant compte du rapport des Nations Unies portant sur les FAMA. D'abord, nous tenons d'abord à saluer tous les peuples maliens pour cette lutte-là qu'ils mènent jour et nuit, pour permettre en tout cas à notre pays frère, le Mali, de sortir de cette crise de terrorisme-là. Et aussi, toutes nos vives félicitations et encouragements à l'ensemble des forces armées maliennes, au président Goïta, à toute son équipe pour les efforts consentis. Venant sur la thématique du jour, nous voyons aussi depuis que le peuple malien a choisi de mener, de prendre en main son destin dans cette lutte contre le terrorisme, de ne pas en tout cas, ne plus se baser sur l'appui des forces françaises qui étaient basées au Mali. Certains regroupements des Nations Unies qui étaient basés au Mali de décider elle-même de mener cette lutte-là comme elle entend, comme elle voit. Depuis cette période-là, les rapports ne cessent que sortir, mettant en mal l'armée malienne. Bon, pour nous, c'est en quelque sorte une manière de mettre, je sais pas, les bâtons dans les roues, ou d'empêcher l'armée malienne d'atteindre le résultat escompté dans cette lutte contre le terrorisme-là. Déjà, nous avions un ennemi en face qui s'en fout pas mal des questions de droits de l'homme, qu'il s'élève, qu'il nous attaque comme il veut, quand il veut, où il veut. Il fait ce qu'il veut, il occupe nos territoires comme il veut. Et pour lutter contre ces ennemis-là, je pense qu'on est obligé aussi de mener un certain nombre d'actions militaires. Maintenant, dire que lorsque on retrouve des corps, il faut forcément lier ça à l'action de l'armée malienne, ou s'il y a
des offensives de la malienne, il faut forcément faire sortir un rapport, dire que ça ne respecte pas les normes des guerres ou encore ça ne prend pas en compte le respect des droits de l'homme. Mais avec les questions des droits de l'homme, on ne pourra jamais s'en sortir dans cette lutte contre le terrorisme-là. Il faut, dans cette période-là, mener le combat comme il faut, par tous les moyens qu'il faut, pour finir avec la question du terrorisme. Et après, maintenant, nous allons nous asseoir et discuter sur les questions des droits de l'homme. Comme je l'ai dit une fois sur un de vos plateaux, pour moi, pour lutter contre le terrorisme, là, ce n'est pas le moment, en tout cas, de prendre en compte les questions des droits de l'homme. Parce que si quelqu'un arrive à protéger un terroriste, mais il est complice du terrorisme. Et donc, s'il y a des sanctions qui doivent arriver, il doit aussi assumer. Parce qu'aujourd'hui, si les terroristes quittent un point A pour attaquer un point B, mais c'est parce qu'au niveau du point A, ils ont des complices, ils ont des gens qui les protègent, ils ont des gens qui, en tout cas, adhèrent à leur cause. Et c'est ce qui aujourd'hui met en mal la stabilité dans notre pays. Donc, il faut passer par tous les moyens pour mettre fin à ce terrorisme-là. Maintenant, pour ce qui est des droits de l'homme, naturellement, nous tous on est pour. Nous tous on est pour le fait qu'il faut respecter un certain nombre de principes concernant les droits de l'homme. Mais dans cette période spécifique-là, cette période sensible-là, cette période de guerre, il va être très difficile pour nous de respecter cela. Vous avez des ennemis qui sont assis dans des endroits où vous avez identifié, mais il faut attaquer. Il ne faut pas attendre qu'ils se lèvent nous attaquer avant de riposter. Non, il faut attaquer, il faut aller à l'offensive. Mais je pense aussi que certains corps qui ont été retrouvés n'est pas forcément dû à l'action du peuple malien, n'est pas forcément dû à l'action des FAMA. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas aussi, ce n'est pas dû aussi, comment on appelle ça, à des dérapages de l'armée française qui y était? C'est des questionnements qu'on se pose. Parce que cette zone a été contrôlée depuis longtemps par l'armée malienne, par l'armée française, Barkhane qui se trouvait là-bas. Qu'est-ce qui prouve que ce corps qu'on trouve, on découvre aujourd'hui là n'est pas en réalité les actions de l'armée française? Merci à vous, monsieur Abdoul Zaraougou. Vous réagissez également en direct du Burkina Faso ce matin. On va avoir une nouvelle fois monsieur Tapé Groubéa. Alors, avant que la connexion ne nous joue des petits tours, vous étiez en train de nous placer une approche historique en répondant à la première question, celle de savoir quelle est votre lecture sur ce nouveau rapport trimestriel que vient officiellement donc de publier la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali. Vous pouvez poursuivre, monsieur Tapé Groubéa. Je salue encore toutes les personnes de nouveau. Oui. Donc, j'étais en train de dire que les organisations, soit dites internationales et, je sais pas, ONG, etc., ne sont pas neutres. Et donc, j'étais en train de parler, par exemple, de l'élément historique de la création de l'ONU. Comme je l'ai dit, c'est le 14 août 1941 que Churchill et Roosevelt se sont réunis pour établir ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Et donc, cette charte de l'Atlantique, après le 24 septembre, on a appelé une vingtaine de pays européens. Et en 1945, c'est devenu la charte de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle le seul pays qui était africain qui était présent, c'était l'Éthiopie, puisque l'Afrique du Sud était encore occupée, dominée par cette minorité raciste, hitlérienne, nazis, comment on appelle, qui ont mis ce pays sous forme avec un régime de l'apartheid. Et de 1945 jusqu'à 1960, il y a eu 15 ans, pendant les 15 ans, aucun pays africain n'a pu avoir l'indépendance. Ça aurait été la consécration si effectivement nous étions dans une dynamique qui était de libérer les Africains. Non, on a créé un conseil de tutelle. Ça veut dire que les pays africains étaient sous la tutelle des pays européens, notamment l'Angleterre et la France, et certains, et d'autres même espagnols et portugais. Et il a fallu donc des combats pour que nous puissions nous-mêmes accéder à cette indépendance dont la France n'a jamais voulu laisser
la mainmise et donc elle a transformé cette indépendance. Ça, c'est la parenthèse. Donc, pour vous dire que l'ONU est une organisation qui est à la solde des Européens. Elle a été créée pour eux et par eux pour un objectif bien précis. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui a dit que depuis le 15 août 2022, les autorités maliennes du moins, ont demandé à ce que ils puissent avoir un conseil de sécurité pour qu'elles puissent donner les éléments tangibles et plausibles de l'implication de la France dans l'apport qu'elle apporte de manière manifeste aux groupes terroristes qui attaquent les pays africains. Jusque-là, motus bus cousu, chaque fois. Et c'est quand même inquiétant. Et vous conviendrez avec moi que ce rapport ne sort pas ex nihilo. Il sort parce qu'il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, il y a eu le COP, la COP, je ne sais pas si c'est la COP ou le COP 27, où encore le Premier ministre, par intérim, le colonel Maïga, s'est exprimé. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand les autorités du Mali s'expriment, c'est quand même avec un regard différent que les autres les écoutent et les regardent. Parce que quand ils viennent, ils disent avec des choses dont ils ont la preuve manifeste de ce qu'ils disent. Vous voyez que pour étouffer, parce qu'on sait que bientôt encore on va chercher à demander à ce que ce qui a été demandé avant puisse se faire. Donc, on a pris le taureau par le corps en faisant sortir cette histoire de 162. 162. 162 pour les autorités maliennes. Oui. On va faire un petit calcul rapide. Oui. Si l'armée malienne a commis 162 exactions de droits de l'homme, ce qui veut dire que, et ça c'est de juillet en septembre, ça veut dire pendant 3 mois, ce qui veut dire qu'elles ont commis 54 comment on appelle, violations des droits de l'homme par mois. Ce qui veut dire que chaque jour, elles commettaient des droits de l'homme par jour. C'est-à-dire qu'elles commettaient 2 comment on appelle, violations des droits de l'homme par jour. Oui. Attends, c'est assez grossier quand même. On a l'impression que donc l'armée malienne, tous les jours, elle est en train de se battre, elle est en train de se battre, elle est en train de se battre. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. Oui. Parce que, comme je le disais tantôt, il y a une manipulation de la junte française qui est soutenue par, comment on appelle cette organisation. Donc, n'oubliez pas que le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, il a fait partie de certains gouvernements au Portugal, oui. Et il s'inscrit dans la ligne, dans une certaine ligne occidentale, et qui combat en fait l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. Donc, ce qui fait de facto que tous ceux qui sont liés, ou bien tous ceux qui ne veulent pas accompagner cette forfaiture de l'Occident, tous ceux-là sont considérés comme des personnes qui sont anti-occidentaux. En France, on parle des anti-français, on crée ce néologisme-là qui ne veut rien dire. Et donc, voilà un peu la logique dans laquelle cela s'inscrit. Les Français sont restés, je rappelle à toute fin utile pour ceux qui veulent vraiment savoir, ils sont restés plus de 8 ans. Je prends seulement depuis 8 ans au niveau de la force Barkhane, puisque c'est le mercredi qu'ils sont partis. Oui. Les Français n'ont reconnu que 7 bavures. C'est la France qui a reconnu seulement 7 bavures. En reconnaissant avoir, dans cette bavure, avoir tué 67 personnes par inadvertance. Ça, c'est la France, elle, qui reconnaît. Alors qu'il y en a plus. Alors, vous avez des organisations comme Survie qui en énumèrent plusieurs, mais la France a reconnu cette bavure. Même le drame qui a eu lieu à Bounty, et dont le rapport de l'ONU en a fait cas, le 31, le 30, la France reconnaissait que qu'elle avait tué, alors qu'il y a eu 19 civils qui étaient allés célébrer un mariage. La France elle-même a reconnu le 30, c'est-à-dire la veille, le mardi, elle a reconnu que c'était des djihadistes qu'elle avait tués. Là, l'ONU a parlé, il n'y a jusqu'à aujourd'hui aucune suite de cette situation. Donc, pour nous, ce rapport, il faut savoir, c'est un rapport idéologique, c'est un rapport politique et géopolitique et géostratégique. Il s'inscrit dans cette logique. L'objectif de ce rapport, c'est de déstabiliser le Mali, oui. C'est de les empêcher de se libérer. Il n'y a rien d'autre que ça. Mais nous sommes sereins parce que ce rapport-là ne va pas nous empêcher de dormir.
Alors, M. Tapé Groubera, vous avez parlé, vous avez dit clairement que l'objectif de ce rapport trimestriel est de déstabiliser le Mali, voire de ternir l'image des forces armées maliennes. Est-ce que ce rapport également ne remet pas également en cause la crédibilité de cette mission onusienne déployée du côté du Mali? Il faut le dire, depuis plusieurs mois maintenant, dans un premier temps, les rotations des contingents de la MINUSMA avaient été suspendues, même si elles ont repris plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pose pas encore un peu plus le problème autour de la crédibilité de cette mission onusienne déployée du côté du Mali? Bien évidemment, en plus c'est d'ailleurs pour ça que mon introduction, j'ai commencé par l'élément historique, pour rappeler à toute fin utile que l'ONU elle-même, enfin, en plus on parle de la mission, mais l'ONU, qui est cette organisation dite de tout le monde, en réalité est une organisation occidentale. Je vous ai parlé, elle est partie de la charte de l'Atlantique. C'est ce qui a été décidé par deux personnes, Roosevelt et Churchill, qui a été imposé aux autres parce qu'ils ont gagné la guerre. Donc vous voyez qu'elle a été créée à dessein, pour eux, pas pour tout le monde. Ça c'est un fait. Deuxième élément, je l'ai dit plus d'une fois sur votre chaîne, je vais prendre en général, on n'a jamais parlé d'embargo en Ukraine, jamais. Pourtant, il y a un embargo qui est fait en République démocratique du Congo, il y a un embargo qui est fait au Mali, un embargo qui est fait en Centrafrique. Et lorsque vous avez des rapports, par exemple, si vous prenez le rapport mapping qui est sur la République démocratique du Congo, vous vous rendez compte qu'on parle d'un côté des deux belligérants, c'est-à-dire des groupes voyous qui attaquent un État. C'est quand même surréaliste de mettre sur le même pied d'égalité deux entités qui sont disproportionnées. Vous avez un État et vous avez des voyous qu'on essaie de mettre sur le même pied d'égalité. Pourquoi je dis ça? Dans le rapport de l'ONU, on vous parle de 163 pour les groupes terroristes et 162 pour l'État malien. Ça veut dire que en fait, l'ONU reconnaît de manière implicite ces voyous-là. Oui. Alors, mais c'est simple. Pourquoi l'ONU ne leur donne pas un territoire? Pourquoi l'ONU ne leur donne pas un territoire? Pour qu'au moins ce soit une entité réellement reconnue. On sait qu'au Mali, le Mali se bat contre ce groupe bien défini. Oui. C'est surréaliste de mettre sur le même pied d'égalité un État et des voyous recrutés de partout, armés partout, et qui viennent attaquer des gens là. Nous aurons bien voulu voir si les États-Unis, l'ONU pouvait faire un rapport lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre pour parler de ce groupe-là qui a commis un certain nombre d'exactions et de parler des exactions qui ont été commises aussi par les États-Unis. Vous voyez, ou bien la même chose quand il y a eu des voyous qui sont venus attaquer la Belgique pour dire voilà ce que le groupe qui est venu attaquer la Belgique a fait et voilà ce que l'État belge ou bien l'armée belge a fait. La même chose en France lorsqu'on a attaqué des symboles, je ne sais plus, il y a, comment on appelle, le restaurant, etc. Je dis, voilà ce que le groupe djihadiste a fait. Et puis après, ce que l'armée, enfin, ou bien la France, l'armée française, pour chercher à retrouver ces gens-là, les droits de l'homme qui ont été bafoués. On nous montre ces rapports. C'est vraiment surréaliste, incompréhensible de voir cela. Donc, ce n'est pas seulement ce groupuscule de missions qu'on envoie chaque fois en Afrique, quelques Européens avec des grandes vestes et des grosses cravates, avec des grosses lunettes et je ne sais pas quoi en fait, qui viennent ici et qui mettent souvent nos dirigeants en respect. Parce qu'avec avec ce complexe d'infériorité qu'on a, qui ne sont pas seulement ceux-là, mais il y a toute la structure elle-même. Une fois, je crois, il y a un frère qui a dit, et je confirme cela, l'ONU est une structure qui est antidémocratique. La plupart des personnes qui la dirigent ne sont pas élues. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas été élu. On confesse à une élection dans tous les pays et puis on voit qui va être élu. Il n'est pas élu. Ces gens qui sont venus faire ce rapport n'ont pas été élus. Et ce sont eux qui vont venir s'imposer à des autorités d'un pays qui ont l'onction du peuple. On a vu lorsque le Premier ministre, le colonel Maïga, après sa sortie, enfin, sa prise de parole à l'ONU, quand il est rentré, on a vu cette chaleur, c'est-à-dire pour que le peuple montre son adhésion aux autorités. Mais ce pas ces individus qui sont au moins 3, 4, 5, qui s'asseyent soit dans leur bureau, qui regardent des rapports complaisants et qui vont venir nous distraire. Donc,
le crédit de cette structure, et je pense que c'est dans ce sens que nous avons de manière inexorablement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de partir d'un pôle unipolaire vers un pôle multipolaire. Vous conviendrez avec moi qu'avant, certainement, peut-être, cette période que nous traversons, aujourd'hui, ce rapport-là aurait fait flipper, excusez-moi l'expression, aurait fait peur les autorités maliennes, aurait fait peur les Africains, pour dire, ah, l'ONU a parlé. Comme si c'était une parole d'évangile ou bien une parole du Coran ou de la Torah, je ne sais pas, en fait, de ces religions dites révélées. On aurait eu peur. Ah, l'ONU a dit, donc qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter d'aller au combat, on va commencer à se battre pour se défendre contre le rapport complaisant et de plaisantin qui a été élaboré. Donc, ces structures-là ne valent plus rien. Nous les écoutons d'une oreille et nous avançons à grands pas, déterminés pour la libération de l'Afrique. Aucun pays africain qui veut se libérer ne doit pas prendre en compte ces différents éléments. On les écoute, mais nous avançons de manière déterminée pour être libérés. Je vais terminer. Nous parlons, nous avons 400 forces spéciales françaises au Burkina Faso. Mais pourtant, 40% du territoire burkinabé est dans les mains des djihadistes. Que dit l'ONU de cette situation? Que disent ces experts? Quand le peuple burkinabé va s'organiser pour libérer ce territoire, on va commencer à nous parler des droits de l'homme. Donc on arrête cette hypocrisie. Justement, M. Tapé, je voulais vous relancer sur cette question des droits de l'homme aujourd'hui qui préoccupe plus d'un. Est-ce que vous comprenez l'accent qui est particulièrement mis sur cette question aujourd'hui et principalement du côté de l'Afrique? Mais je veux dire, il faut que nous comprenions que chaque structure qui est créée, elle est fille de son époque. Ça, il faut que nous le disons. Et que nous insistons dessus. La question des droits de l'homme, elle est née vers la tombée du mur, c'est-à-dire dans les années 1990. Avant 1990, on ne parlait pas des droits de l'homme. Vous regardez partout, on ne parlait pas des droits de l'homme. D'ailleurs, ces pays occidentaux ont d'ailleurs soutenu les partis uniques dictatoriaux en Afrique. Houphouët-Boigny a été soutenu pendant 35 ans en Côte d'Ivoire. Mobutu a été soutenu pendant combien d'années? On a même aidé à tuer Lumumba. L'avion qui a transporté Lumumba à l'époque de l'Elisabethville jusqu'à dans la région de Chose, c'était un avion belge avec des militaires belges. Et on a encouragé Mobutu à instituer un régime dictatorial. On ne parlait pas des droits de l'homme au Congo, on ne parlait pas des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a la tombée du mur de Berlin, et que véritablement les Occidentaux pensent que c'est leur victoire, on va créer un autre élément avec des ONG. Hein. Vous avez ces ONG-là qui vont être créées. On va commencer à parler des droits de l'homme, World Watch, Amnesty International, qui naissent comme ça subitement. Donc, c'est une manœuvre pour pouvoir aller mettre, puisqu'on va parler après du droit d'ingérence. C'est au nom du droit d'ingérence, on a attaqué la Côte d'Ivoire. Au nom du droit d'ingérence, on allait attaquer l'Irak. Au nom du droit d'ingérence, on a attaqué la Syrie. Au nom du droit d'ingérence, on a attaqué la Libye, on a tué Kadhafi. Parce que la question des droits de l'homme est une question pour eux qui est prégnante. Mais de quel droit de l'homme? De quel homme? C'est de l'homme européen. C'est de l'homme européen. Parce qu'au nom du droit de l'homme, je ne sais pas de qui, on lance des bombes. Comme si les bombes pouvaient trier les mauvais des méchants. Quand on a lancé des nombreuses bombes sur l'Irak, est-ce que ces bombes-là ont trié les mauvais des bons? Quand on a lancé de nombreuses bombes en Afghanistan, est-ce qu'on a trié les bons des mauvais? Quand on a lancé de nombreuses bombes en Libye, est-ce qu'on a trié les mauvais des bons? Quand on a lancé des bombes en Côte d'Ivoire, il y a eu des populations qui sont venues pour protéger le président et que les Français ont lancé les bombes qui ont tué. Est-ce que ça, comment on appelle ça, je ne sais pas, trié les bons des mauvais? On a tué des Ivoiriens, on a tué des Libyens, on a tué des Syriens, on a tué des Irakiens. Donc la question des droits de l'homme, c'est une forfaiture. Tout comme la question de la démocratie. Ça, c'est notre position aussi, parce que c'est aussi tous ces différents éléments. On crée des concepts qui sont je dis, filles de leur époque. Dans un livre que j'ai fait, dans mon livre que j'ai fait, je l'ai expliqué, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un certain nombre de questions, on crée des éléments. Je fais cette parenthèse, vous permettez? Oui, allez-y. En 1980, les États africains décident, après 10 années, hein, puisqu'on a, après 20 ans, hein, de créer
une dynamique qui est propre à l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce qu'on appelle le rapport de Lagos. Le rapport de Lagos, vous pouvez le suivre, qui a été suivi, le seul président en Afrique qui l'a suivi, c'est Thomas Sankara. Le rapport de Lagos qui a été fait par les intellectuels africains, etc., pour dire quel est le système de développement que nous voulons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le rapport Berg, qui était un économiste anglais de la Banque mondiale, qui est venu, qui a contrecarré le rapport de Lagos. Et on a subordonné le fait que les pays africains suivent cela pour avoir des crédits, sinon ils seraient sanctionnés. Et comme ça, le rapport de Lagos qui a été fait en 1969, en 1979, qui devait servir dans les années 80, ce rapport-là a été mis sous les teignoirs, soit les dirigeants ont eu peur, et le rapport n'a jamais été appliqué. Le seul, ou bien la seule personne qui l'a appliqué, c'est Thomas Sankara. On a plutôt appliqué le rapport de Berg, et c'est comme ça que les plans d'ajustement structurel ont été imposés. Je le développe dans mon livre, c'est les Africains ennemis des Africains. Comprenez? Donc, à un moment donné, quand les Africains trouvent des voies endogènes pour se libérer, on va créer des forfaitures pour nous distraire. Je le rappelle aussi, en 1990, lorsque la libération de l'Afrique se fait par des mouvements populaires, hein, vous avez donc, moi j'étais à l'époque étudiant, dans la nuit du 19 au 20 février 1990, il y a un mouvement populaire qui se lève dans une cité universitaire qu'on appelle Yopougon, qui va avoir sa chute jusqu'au, enfin, son apothéose jusqu'au 30 avril, où Houphouët-Boigny, dans acculé, va accepter le multipartisme. Mais déjà avant ça, au Bénin, il y a la conférence nationale qui va aboutir. Mais on va nous parler du rapport de la Baule, qui en réalité est une manière de confisquer les libertés des Africains. Et alors que le rapport de Baule ne peut pas sortir en juin. Moi, je vous parle déjà du 30 avril. Vous avez plus d'un mois après. Vous avez déjà la conférence du Bénin qui a eu en mai. Comprenez? Donc, comment on appelle? La conférence de la Baule va venir permettre à ce que leurs pions qui sont à la tête des États africains vont se maintenir. Mobutu dira, comme ils veulent le multipartisme, alors allons-y. Et il va créer des centaines de milliers de partis. C'est la même chose que EADMA, ainsi de suite. Donc la question des droits de l'homme, c'est quoi en fait? C'est les droits des Européens. Lorsque un Européen meurt, on va tout faire pour aller le chercher. Lorsque on voit ici, lorsque un Israélien meurt, on va tout pour, rien que pour un Israélien, on va tuer au moins 5 à 6, comment on appelle, Palestiniens, ainsi de suite. Mais les autres, ils sont où? Les autres, ils sont où? Les autres, ils sont où? Donc la question des droits de l'homme, c'est vraiment de la fumisterie. Si les gens veulent parler véritablement des droits de l'homme, on doit penser aussi aux droits des peuples. Parce qu'en lançant des peuples, en permettant à ce qui s'est passé en Libye, dont les conséquences sont là aujourd'hui, c'est parce que l'Occident a décidé de manière unilatérale d'aller attaquer la Libye. En donnant des armes, ça il faut qu'on le dise réellement, des armes à des voyous qu'ils appellent des djihadistes modérés, pour pouvoir arriver au bout du régime du colonel Mohamed Kadhafi. Donc ceux-là ont eu des armes, donc, qui sont plus sophistiqués les armes des armées d'un certain nombre de pays. Donc ceux-là, après la guerre, et comme on n'a pas fait, comme on l'a dit, le service après-vente n'a pas été fait, on ne leur a pas arraché les armes. D'abord, on ne sait même pas à qui on a remis. Donc ceux-là utilisent ces armes dans cette zone qui est assez grande, dans qu'on appelle le Sahel, pour attaquer les États. Et mieux, nous avons encore ces gens-là qui ont encore des armes et des pick-up, etc., malgré l'existence des drones de ces pays-là, en dit développés, qui ont des nouvelles voitures, des nouvelles motos, des nouvelles Kalachnikov. Or, on nous apprend que pour acheter ces armes de guerre, il faut que ça se fasse d'un État à un État. Qui achète ces armes pour ces pays, alors qu'aucun État africain ne produit des armes? Donc la question des droits de l'homme, c'est de la foutaise. On le dit pour faire peur aux Africains. Voilà ce que je tenais à dire. Alors, M. Tapé-Grubera, nous allons certainement ressortir par là cette dernière question. Est-ce que ce rapport trimestriel, cette note trimestrielle que vient donc de publier la mission des Nations Unies déployée du côté du Mali pourrait remettre en cause l'avenir de la MINUSMA présente quand même du côté du Mali? Mais nous pensons que les Maliens ont déjà démontré, il y a eu plusieurs manifestations, que ces forces-là ne doivent pas être là. Ça, les Maliens l'ont déjà dit. Et en le disant, il y a deux choses. Oui.
La première, ça s'inscrit dans la pensée du président Modibo Keïta, qui déjà le 22 avril 1960 avait dit qu'il avait demandé à l'ambassade de France de faire partie des bases de Bamako, de Kati, de Gao et de Tissali. Ça, c'est déjà en 1960. Donc, dans le respect de l'esprit de nos anciens, de nos ancêtres, donc du président Modibo Keïta, les Maliens se sont inscrits dans cette logique. Oui. Ça, c'est un. De deux, ces forces qui sont venues, soit dites d'interposition, elles sont là et ont tué les Maliens. N'eût été l'avènement du régime actuel, mais le Mali serait peut-être amputé de peut-être combien de pourcents de son territoire. Celui que la communauté dite internationale a adoubé, à savoir M. Ibeka, paix à son âme. Mais M. Ibeka n'a jamais pu mettre son pied à Kidal pendant les 10 ans qu'il est resté au pouvoir. Ou bien le Kidal ne fait partie du Mali. Vous voyez? Donc, c'est vraiment du jeu avec lequel, ou bien on plaisante vraiment avec les Africains. Le personnage, le ministre Cissé, son prénom m'échappe, qui a osé aller au nord, il a été capturé pendant près de 4 mois. Je ne sais pas, 4 ou 8 mois. Et vous comprenez que cette situation, c'est une situation qui n'est pas durée. Et donc, pourtant, je dis bien pourtant, les MINUSMA, MINUSCO, tout ça existe. Surtout en ce qui concerne le Mali. Comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui Kidal soit un État dans un État? Ce n'est pas possible. Et on va parler des droits de l'homme, de ces gens-là. Mais alors que dans cette situation, Kidal fait quoi comme entité dans une entité? L'ONU dit quoi? Est-ce que l'ONU a reconnu Kidal comme État un État? Si oui, alors qu'on nous le dise. Sinon, il ne faut pas qu'on nous fatigue. Donc pour nous, c'est simple, clair, c'est l'histoire de ces forces d'interposition, c'est une vermine. Ce sont des situations qu'il ne faut pas accepter. Parce que ça permet à ce que les vermines entrent à l'intérieur des pays africains pour que de plus en plus, on commence véritablement à ronger ces pays-là, à déstabiliser ces pays. Parce que nous passons notre temps, vous imaginez, le Mali, au lieu de consacrer son temps au développement, consacre son temps à se battre contre des voyous que la France loge, la France héberge. Oui, alors qu'elle a les ressources, elle a ses filles et ses filles qui ont envie d'apporter leur contribution à ce pays. Mais qu'est-ce qui se passe? On se bat contre des voyous qui sont là, qui sont armés par les puissances occidentales, notamment la France, pour pouvoir les déstabiliser. Et les forces de soi-disant de MINUSMA, je ne sais plus quoi, qui sont dit des droits d'interposition. C'est pas elles s'interposent entre qui et qui. C'est ça qui est quand même assez paradoxal. Entre un État et des voyous, c'est comme vous avez des gens qui viennent vous attaquer la nuit et votre voisin lui vient, il dit au voleur, non, c'est pas la peine de faire par là, mais entre vous, on est venu vous dévaliser. Non, c'est ce qui se passe. Donc, ces forces d'interposition, ces groupes, je sais pas, qui sont de l'ONU, elles doivent partir immédiatement, comme les bases françaises, comme les bases militaires du territoire africain. Merci à vous, Monsieur Tapé Grobera, pour votre contribution ce matin dans le cadre de cette émission de Votre avis compte. Et surtout, bonne journée, bon début de week-end. Merci à vous, merci pour l'invitation. Voilà. Merci également à vous, vous qui étiez nombreux à nous suivre via, bien sûr, toutes nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou non. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne journée et surtout, bon début de semaine, accompagné bien sûr de nos programmes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.